C'est à l'Élysée, dans le décor empire du salon Murat, que s'est déroulée la séance solennelle de la signature du traité entre la République française et la République fédérale d'Allemagne sur la coopération franco-allemande. 22 janvier 1963, 17h40. Le chancelier Adenauer et le général de Gaulle signent le traité franco-allemand d'amitié et de coopération. Ce traité, selon le texte même de la déclaration commune, doit mettre fin à une rivalité séculaire. Après des siècles de combats, l'accolade de la réconciliation sera saluée comme un événement historique. Et qu'est-ce que dans ce fameux traité de l'Élysée qui est à l'origine de ce moteur franco-allemand dont on nous parle encore maintenant, 50 ans après, on nous dit toujours le moteur franco-allemand, le couple franco-allemand. Qu'est-ce que De Gaulle avait voulu faire? Il avait voulu faire une Europe sous influence française et qui se dégagerait des États-Unis d'Amérique. Donc, dans ce traité, le traité de l'Élysée du 22 janvier 63, si vous le prenez, vous le trouverez le texte sur Internet, il n'y a à aucun moment question des États-Unis d'Amérique. Jamais. Le mot n'y figure pas. Ni de la Grande-Bretagne, ni de la prétendue nécessité que nous aurions d'avoir une défense commune entre l'Europe et les États-Unis, ni du GATT, ni de l'OTAN, ni de la prétendue nécessité d'abaisser des barrières douanières entre l'Europe, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il voulait faire une Europe européenne sous influence française. C'est ça qu'il a signé, avec Adenauer. Seulement voilà, il y avait en Allemagne et en France des gens qui informaient les États-Unis. Et tout ceci était suivi de près à Washington. Tellement près que le président Kennedy, 3 jours avant la signature, convoque à la Maison-Blanche M. Knappstein, ambassadeur d'Allemagne, pour faire part de la fureur des Américains. Le président Kennedy était visiblement de mauvaise humeur. C'est le dépêche de M. Knappstein, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne aux États-Unis, adressé au ministre allemand des Affaires étrangères, à l'époque Gerhard Schröder, le 19 janvier 1963. Vous savez d'ailleurs que Kennedy sera assassiné le 22 novembre de la même année. Mais là, on est le 19 janvier 1963. Le président Kennedy était visiblement de mauvaise humeur. Il s'est livré devant moi de façon claire et insistante à une critique de la situation interne de l'Alliance atlantique, et il a souligné le souci que lui donnait la conclusion du traité franco-allemand de l'Élysée, qui allait donc être signé 3 jours après. Parce que les Américains avaient compris que De Gaulle était en train de subvertir leur stratégie. Il était en train de vouloir faire une construction européenne qui ne serait pas à la botte des Américains, parce que justement, il n'y aurait pas l'Angleterre, justement, il n'y aurait pas l'OTAN, ni le GATT, et justement, il y aurait une alliance franco-allemande pour faire autrement. Fureur des Américains et le double jeu allemand. Parce que répond M. Knappstein à Kennedy? Pendant l'entretien, j'ai cherché de façon répétée, quoique avec un succès très relatif, à modifier l'opinion du président américain sur ce traité. J'ai souligné la signification positive qu'il revêtait pour la vie politique de l'Europe et pour le futur de l'Alliance atlantique. Je lui ai fait remarquer que cette étroite collaboration franco-allemande pourrait en définitive bénéficier à l'Alliance tout entière, précisément pour ce qui concernait ces aspects de la politique de Gaulle qui irritaient tant le président. Méditez ce texte un peu alambiqué, très diplomatique. On voit qu'en fait, ce qu'a dit l'ambassadeur d'Allemagne à Kennedy, c'est « ne vous en faites pas ». Ça n'est pas De Gaulle qui est en train de gagner, nous sommes en train, nous, de l'embobiner pour en fait l'amener là où il ne veut pas. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que vous savez qu'un traité, lorsqu'il est signé, il doit ensuite être ratifié. Et donc le moment est venu de la ratification le 15 juin 1963 par le Bundestag. 6 mois après, les députés allemands, au moment de ratifier le traité franco-allemand de l'Élysée, ont d'abord voté ce que l'on appelle dans l'histoire le préambule interprétatif que voici. Manifestant la volonté de diriger l'application de ce traité vers les principaux buts que la République fédérale d'Allemagne poursuit depuis des années en union avec ses autres alliés qui déterminent sa politique, à savoir le maintien et le renforcement de l'Alliance des peuples libres, en particulier une étroite association entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique, la défense commune dans le cadre de l'Alliance de l'Atlantique Nord, de l'OTAN,
et l'intégration des forces armées des États membres du pacte, l'unification de l'Europe selon la voie tracée par la création des communautés européennes en y admettant la Grande-Bretagne, l'abaissement des barrières douanières par des négociations entre la communauté économique européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, ainsi que d'autres États dans le cadre du GATT. Et donc, conscient qu'une coopération franco-allemande conduite selon ces buts, tout ça sera bénéfique pour tous les peuples, alors le Bundestag ratifie la loi suivante, c'est-à-dire le traité. Alors en droit international, il faut savoir que cette préambule interprétative fait partie intégrante du traité version allemande. Mais comme vous le voyez bien, le Bundestag a donc ajouté au traité tout ce que De Gaulle, justement, avait voulu éviter. Le préambule interprétatif insista ainsi sur tous les éléments que De Gaulle avait justement exclus du traité. La subordination de la construction européenne à l'intégration militaire atlantique, la coopération avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. En votant ce document, le Bundestag vida donc de substance, 6 mois après sa signature, la philosophie du traité de l'Élysée lui-même, se comporta comme un vassal de Washington et ruina toute possibilité de bâtir une Europe européenne. L'objectif stratégique que poursuivait De Gaulle avec le traité franco-allemand de l'Élysée fut donc anéanti 6 mois après sa signature. C'est extrêmement important à comprendre. C'est que depuis 1963, on vit sur un mythe en France. Le mythe du couple franco-allemand. Ça, c'est ce que croit le grand public. Mais c'est comme si je disais, moi, que, par exemple, je suis marié avec Monica Bellucci, si vous voulez. Et non, je ne suis pas marié avec Monica Bellucci. Monica Bellucci sait qu'elle n'est pas mariée avec moi. Donc on dit aux Français que nous formons le couple franco-allemand, mais les Allemands ne le reconnaissent pas ainsi. Pour les Allemands, eux, ce qui est important, c'est tout à fait autre chose. On va le voir tout de suite. D'ailleurs, De Gaulle en tirait la conséquence. Il a dit à Perfit, « Les Allemands avaient été mon grand espoir. Ils sont mon grand désappointement. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que les Allemands ont toujours préféré les États-Unis à la France. Et là, je vous parle d'un événement de 1963. Vous allez dire c'est vieux, mais non. En 2004, il y a 8 ans, le chancelier Schröder s'est rendu aux États-Unis. Il a été reçu par le président américain le 27 février 2004 et ils ont tous les deux signé un document dont on ne parle pas non plus aux Français, jamais, qui est das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert, qui veut dire l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, une alliance stratégique. Pour l'Allemagne, l'alliance stratégique numéro 1, qui passe avant toute autre chose, c'est pas du tout l'Europe, c'est l'alliance germano-américaine. Et dans ce texte, il est écrit quoi ? Nous renforçons notre attachement à l'écart de l'OTAN comme point d'ancrage de notre défense commune et comme forum incontournable des consultations transatlantiques. Nous soutenons le processus en cours d'intégration européenne et soulignons qu'il est important que l'Europe et l'Amérique travaillent ensemble comme partenaires au sein d'une communauté de valeurs. Nous saluons l'élargissement historique aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne. En réalité, l'Allemagne est l'agent d'influence numéro 1 des États-Unis en Europe, dans le cadre de ce qui se préfigure, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et sur lequel je reviendrai, qui est ce grand marché transatlantique, qui sera le nouvel étage de la fusée qui a vocation à mettre l'ensemble de l'Europe sous la tutelle directe des États-Unis d'Amérique. Mais le 13 janvier 2006, à peine devenue chancelière d'Allemagne, Mme Merkel a été sifflée au rapport à la Maison-Blanche. Et elle est allée reconnaître avec le président Bush que l'alliance germano-américaine pour le XXIe siècle, das Deutsch-Amerikanische Bündnis für das 21. Jahrhundert, eh bien, était soutenue également par le CDU-CSU et pas seulement par la social-démocratie. Donc c'est l'ensemble de la scène politique allemande qui soutient ceci. En d'autres termes, l'Allemagne ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. C'est le grand échec fondamental de De Gaulle. Il n'est pas parvenu à ce découplage. Il s'était illusionné. Les Pays-Bas ne veulent pas d'une Europe indépendante des États-Unis. L'Espagne ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. Le Portugal ne veut pas d'une Europe indépendante des États-Unis. Il y a d'ailleurs la grande base militaire des Açores. Le Royaume-Uni veut une Europe encore plus proche des États-Unis.
La Pologne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Tchéquie sont entrés dans l'Union européenne après être entrés dans l'OTAN. Et ils réclament le parapluie stratégique et militaire américain. Enfin, en bref, qui est-ce qui est d'accord avec la France ? Comme disait De Gaulle, la difficulté, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper des Américains. La construction européenne et l'OTAN sont les deux faces d'une même médaille, la face civile et la face militaire, qui est la médaille de l'asservissement et de la colonisation par la grande puissance américaine. Point.